nous accueillons Éric Lefort qui va donc nous proposer ce webinaire sur la détection des divergences. Donc, à toi la parole, Éric. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, aujourd'hui, on va parler des détections et du trading des divergences en examinant pour quelques indicateurs spécifiques, de manière à avoir une idée en fait globale de la façon dans laquelle on peut utiliser les divergences. Alors, le programme aujourd'hui sera donc un premier rappel sur les divergences, puis examen des divergences sur MACD, sur RSI, sur CCI, puis sur deux indicateurs que vous avez également dans la plateforme NanoTrader, c'est-à-dire les répulses, enfin le répulse et la STPMT. Alors, pour retrouver le PowerPoint de ce webinaire, un petit peu plus complet d'ailleurs, puisqu'il s'agira du PowerPoint de la conférence elle-même, vous allez sur le site Mogalef Trading, dans le menu Home, conférence WHS 2021, puisque c'est une conférence qui a été donnée fin 2021, et vous avez alors accès au téléchargement du PDF de la conférence. Vous pouvez également profiter de l'occasion pour aller télécharger l'indicateur de cassure haussière avec alerte, qui est un indicateur légèrement plus évolué que celui que vous avez déjà dans la plateforme, et quelques explications sur la façon dont le marché fonctionne. Donc, un petit rappel rapide sur les divergences. Les divergences baissières, par exemple, c'est quand les cours montent et que le plus haut des cours est plus haut que le précédent, et que sur l'indicateur, le plus haut de l'indicateur est plus bas que le précédent. Dans ce cas, on a une divergence baissière. De même pour les divergences haussières, mais dans l'autre sens, quand le plus bas des cours est plus bas que le précédent, mais que le plus bas de l'indicateur est plus haut que le précédent, alors on a une divergence haussière. Alors bon, ça c'est les divergences de façon disons classique, et il existe aussi les divergences qu'on appelle les divergences inverses ou divergences cachées. C'est plutôt divergence inverse la bonne façon de communiquer. Donc là, ça se passe dans une tendance baissière, par exemple. Vous avez un haut des cours suivi d'un haut inférieur, alors que, à l'inverse, sur l'indicateur, le haut est supérieur au haut précédent. Donc c'est un signe ici de continuation plutôt, et souvent de dernière impulsion de tendance. Et donc la tendance continue derrière avec une impulsion plus grande visible sur l'indicateur. De même, pour les divergences haussières inverses, on considère donc ici les plus bas des cours, avec un plus bas qui est plus haut que le précédent, alors que sur l'indicateur, le plus bas est plus bas que le précédent. Donc, à ce moment-là, on a une divergence inverse haussière. Le MACD est un indicateur dont les divergences et convergences sont assez intéressantes à étudier. Alors, voilà l'indicateur MACD. Ici, c'est l'indicateur MACD légèrement amélioré, enfin légèrement, beaucoup amélioré même, qui est disponible dans le pack Mogalef Trading de la NanoTrader. Donc, la seule différence avec un indicateur MACD classique comme vous avez, c'est que les divergences sont tracées automatiquement sur le graphe. Vous voyez, ici, vous avez une divergence baissière, qu'on retrouve d'ailleurs sur la petite ligne verte ici, et si vous avez une divergence haussière, puis une deuxième divergence haussière sur l'indicateur. Alors, sur les tendances nettes avec de belles oscillations et relativement rapides, les divergences de MACD seront intéressantes à étudier. Donc, vous voyez par exemple ici, vous avez une divergence au départ de l'impulsion, puis la tendance baissière se met en route et vous n'avez finalement une divergence que vers la fin de la tendance baissière. Seulement là c'est valable pour les tendances relativement nettes. Et là, ce sont les exemples typiques qu'on peut présenter, par exemple. Donc, c'est valable pour les tendances nettes et relativement fortes.
Par contre, si on a de faibles oscillations et une tendance plutôt molle à la baisse, on voit que l'indicateur va donner des divergences, très souvent, divergences sans réel effet en fait, sur les cours ou sur la continuation des cours. Donc, il faut fortement se méfier avec les convergences et divergences. Ça peut être très trompeur si le mouvement est relativement faible et de petite ampleur. Donc, faites très attention à ça. Au passage, MACD, ça veut dire justement convergence, divergence de moyenne mobile. Alors, où trouver l'indicateur de divergence MACD? Donc, vous le trouverez dans les sentimenteurs classiques de la STPMT, de la Nano Trader. Donc, vous le trouverez en tapant tout simplement MACD divergence. Sinon, pour le chercher, c'est dans les indicateurs dans Express, dans les signaux WHS. Et là, vous avez la cassure haussière et la divergence MACD. Et autant pour moi, les divergences sont donc affichées sur l'indicateur standard MACD, divergence. Vous pouvez également le retrouver si vous avez le pack Mogalef parmi les outils Mogalef. Donc, depuis les cassures baissières, etc., les bandes Mogalef, les divergences de RSI stochastique, ou les MACD, elle est là. Voilà, donc divergence MACD également ici, ou CCI, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc, c'est intéressant, c'est de voir ce que donne l'utilisation des divergences. Ici, on va voir l'utilisation des divergences avec en objectif un simple time stop. Un time stop, c'est-à-dire que ici un time stop de 20, on va tout simplement, suite à une entrée sur le marché, rester seulement 20 bougies sur le marché. Au bout de 20 bougies, on sort, qu'on soit en hausse, en baisse ou quoi que ce soit. C'est ou plat. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est que ça donne une vision statistique très intéressante puisqu'il n'y a aucune interférence avec des signaux de sortie, avec des stops ou avec des objectifs. Donc là, on a vraiment purement une vision de ce que donne l'utilisation en entrée des divergences de MACD. Alors, pour vous familiariser avec le graphe, donc là, vous avez le graphe des cours avec les cours, tout simplement. L'indicateur de divergence MACD ici, qui est donc utilisé, dont vous avez les paramètres. Donc, ici, l'equity, c'est le courbe de gain que l'on a si on utilise donc la MACD en ouverture et si l'on ferme simplement au bout de 20 bougies. Et on voit que et tout ça est rajouté au fur et à mesure des trades. Donc, on voit que globalement, on a une courbe relativement haussière avec quand même quelques plats assez significatifs sur cette période ancienne jusqu'à 2015. On verra après ce que ça donne sur la période actuelle. Ici, vous avez les caractéristiques, les paramètres. Voilà, c'est venu. Les paramètres de l'indicateur MACD divergence avec l'heure de début, l'heure de fin. Donc là, on les prend tous. Là, ici, les trois paramètres, c'est pour jouer un son, avoir une box d'alerte ou un email au cas où une divergence apparaît. Donc, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, les deux moyennes mobiles utilisées, c'est-à-dire ici la 12 et la 26, la moyenne mobile de la MACD elle-même, qui sera une moyenne mobile 9. Là, strictement sans intérêt pour les divergences. Le smooth, c'est juste un lissage, si vous voulez. Et là, vous avez donc l'utilisation. Alors, si vous mettez 0 ici, ça veut dire que vous n'utilisez pas les divergences, vous ne les voyez pas apparaître. Si vous mettez 1, comme ici, ça veut dire que seules les divergences normales, entre guillemets, apparaissent. Si vous mettez 2, ça veut dire que là, vous examinez les divergences inverses. Et si vous mettez 3, ça veut dire que là, vous visualiserez et utilisez toutes les divergences, à la fois les divergences normales et les divergences inverses.
les distances max, c'est la distance maximum entre les deux hauts ou les hauts ou les bas. Donc là, ils sont standards à 200, ça veut dire qu'on prend tout. Ça, different tries, c'est si vous voulez différer l'entrée par rapport au signal. Et petit paramètre supplémentaire ici pour la MACD, on peut noter un sens, une répulsion, si vous voulez, une force du signal derrière le signal plus ou moins importante, de manière à ne sélectionner que les signaux qui ont une force, qui ont été repoussés avec une force assez importante. On voit ici un gain total de 907. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pas tout à fait le gain total qui nous sera utile. Maintenant, les divergences, on était auparavant sur le, oui. Donc maintenant, les divergences sur le 5 minutes. On voit que sur les 5 minutes, en utilisant les divergences de MACD, on a un graphe relativement régulier. Par contre, ici, attention, on a utilisé un filtre de manière à essayer de ne prendre que les divergences qui sont filtrées en fait par ce filtre, qui sont utilisables. Le filtre utilisé ici, c'est le Mogaev Trend Filter, avec les paramètres que vous avez ici. Bon, c'est une courbe qui semble intéressante, mais le gain moyen par trade, c'est-à-dire ce qu'on gagne en moyenne pour un trade, par contre, est relativement faible en fait. Il n'est pas noté, mais je vous le dis. Donc, il faut utiliser en simultané d'autres avantages que les divergences. Alors, on peut être plus exigeant, par exemple, sur la puissance des divergences. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de trades, mais pratiquement très peu de drawdown, c'est-à-dire de baisse de notre courbe de gain en dehors de cette période-ci. Donc la puissance des divergences, vous voyez, c'est au lieu de mettre moins 100, ce qui veut dire on n'en a rien à faire en fait, j'ai exigé une puissance de 50 sur la répulsion après la divergence. Donc, en filtrant de cette manière, c'est-à-dire en utilisant les divergences seulement quand la réponse à la divergence sur la bougie qui suit donc est relativement forte, alors on obtient une courbe un petit peu plus intéressante. Ça veut dire que si les divergences sont relativement fortes, alors il est plus avantageux et plus sûr d'utiliser le détecteur de divergence et les divergences sur MACD. Ah, excusez-moi. Alors ici, vous voyez, on a utilisé, que je ne me trompe pas, là c'est le Mogaev Trend Filter qui a été utilisé. Donc en filtrant tous les trades, là vous voyez qu'avec le Mogaev Trend Filter, on arrive à quelque chose de vraiment extrêmement régulier. Là, il y a très peu de trades dans la période sur laquelle est ma souris en ce moment, parce qu'il y a eu très peu de divergences simplement sur cette partie très haussière. Et on aperçoit que le trade moyen, et on est sur le France 40, donc est de 9,5 points. 9,5 points auquel il faudra quand même soustraire les commissions. Hein. Ici, elles ne sont pas comptées. Mais globalement, on s'aperçoit qu'en filtrant bien les trades, on arrive à avoir, avec l'utilisation des divergences, quelque chose de vraiment relativement rentable sur la MACD. Des questions sur la MACD peut-être? Non, pas de questions. Pas de questions. Donc, on passe au RSI, Relative Strength Index. Alors, le RSI n'a aucun rapport avec la force relative, contrairement à son nom. Le RSI, c'est le gain réalisé sur une période fixe. Donc, par exemple, le RSI ici nous donne le gain réalisé, si c'est un RSI 14, nous donne le gain à ce niveau-là, hein, donc au niveau de la bougie blanche, du haut de la bougie blanche, de la clôture, nous donne le gain réalisé depuis la bougie avant, puis le gain réalisé depuis la bougie avant, etc. Jusqu'à 14 bougies derrière. On fait grosso modo une moyenne. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais l'idée est là. Et on a la valeur du RSI à ce moment-là. Le RSI ensuite est traité de manière à devenir un indicateur borné, c'est-à-dire variant simplement entre 0 et 100.
Ici, nous avons deux sortes de divergences. Voilà le RSI qui est un RSI standard. RSI 14, je vérifie, oui, RSI 14, on le voit ici. Donc, vous avez deux sortes de divergences ici. Ce sont toutes les deux, ce sont une divergence haussière et une divergence baissière. Pourquoi celle-ci est une divergence haussière? Parce qu'il s'agit d'une divergence cachée. En fait, c'est donc une divergence de continuation dont nous avons connaissance à ce niveau-là, précisément. Et vous voyez que le bas, en fait, ici, est plus haut que le bas ici, alors que sur l'indicateur, le bas est plus bas que le bas précédent. Donc ça, c'est une divergence de continuation, une divergence cachée. Et là, nous avons une vraie, entre guillemets, divergence, c'est-à-dire une divergence baissière jugée entre les hauts et les hauts de l'indicateur. Bon, là, c'est très léger au niveau, mais il y a une divergence baissière quand même. Donc, vous voyez ici une divergence de continuation, une divergence baissière. Alors, pour les paramètres de l'indicateur de divergence, c'est pareil. On utilise, il y a les mêmes paramètres de début, de fin, de message. La valeur du RSI, l'osmose, c'est un lissage léger, en fait. 0, pas de divergence. 1, divergence normale. 2, inverse, etc. Et les distances maximum qui permettent d'utiliser, en fait, pratiquement toutes les divergences. Alors, que donne l'utilisation des divergences sur RSI? Voilà ce que ça donnait sur l'ancienne période. C'est intéressant parce que c'est des études que j'avais faites également donc il y a 7 ans. Donc là, on voit ce qui se passe il y a 7 ans et on va voir aussi ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc ici, nous avons donc une courbe quand même relativement régulière, plus ou moins rapide, qui nous donne donc des gains si on utilise des divergences de RSI avec simplement ici une sortie à 15 bougies, pardon. Donc sur un nombre de trades relativement conséquent, vous voyez 563 trades et nous avons un gain moyen de 1,28 sur le CAC 40 en 60 minutes. Non, ça c'est le gain moyen sur perte moyenne, pardon. Et le trade moyen est de 88 points. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre sur le marché, on gagne en moyenne 88 points. Alors, on voit maintenant ce qui se passe de nos jours et contrairement à la MACD où les performances se maintiennent à peu près, pour le RSI, les performances sont assez dégradées sur les 7 dernières années, 7, 8, oui, c'est ça, 8 dernières années. Nous avons un trade moyen qui est toujours positif, c'est-à-dire à chaque fois qu'on rentre sur le marché, en moyenne, on gagne toujours quelque chose, mais c'est beaucoup moins important puisque là, nous avons un trade moyen de seulement 35 points et puis ce n'est pas régulier du tout. Il y a des périodes très favorables, des périodes défavorables, en particulier les périodes de baisse. Même les périodes de forte hausse avec des divergences baissières ici sont vraiment peu favorables sur la dernière partie du graphe. On regarde, oui, c'est bon. J'ai été vraiment rapide. Donc, ce qu'il faut faire quand même sur le RSI, c'est faire un petit peu attention au filtrage que l'on peut éventuellement faire. C'est-à-dire essayer de filtrer de façon différente les divergences haussières et les divergences baissières. C'est-à-dire que le filtre que vous employez pour les divergences haussières, pour éliminer les divergences haussières qui ne sont pas favorables, ne doit pas être le même que celui que vous utilisez sur les divergences baissières. Et ça explique en grande partie le faible rendement de l'utilisation des divergences sur RSI. Donc en fait, le RSI reste valable à condition de peaufiner un petit peu ces filtres.
Donc, je passe au CCI, index en français, index de canal pour matière première. C'est un canal qui est délimité par les bornes moins 100 et plus 100. On va voir à quoi ça correspond, parce qu'il faut toujours essayer de savoir à quoi correspond l'indicateur qu'on utilise. Il n'y a pas besoin de connaître la formule exacte, mais quand même savoir à quoi correspondent les mesures de l'indicateur. Alors, c'est assez simple. L'indicateur CCI utilise une moyenne mobile simple. Et puis, il y a un écartement de canal, vous voyez, vers le haut et vers le bas, de 1,5 fois la déviation standard, si je ne m'abuse. Dans la déviation moyenne des cours par rapport à cette moyenne mobile. Donc, la façon dont les cours s'éloignent ou se rapprochent de la moyenne mobile fait que 1,5 fois la déviation, ça donne la petite courbe verte que vous avez ici en plus et la petite courbe verte que vous avez ici en moins. Et ensuite, il y a un petit méli-mélo mathématique pour vous mettre le CCI entre moins 100 et plus 100. Ce qui donne donc, vous voyez, avec le canal, ce qui nous donne donc un CCI qui a cette tête, avec un fort écartement ici, et un faible écartement ici, donc qui est proche de 0. On peut d'ores et déjà remarquer que le CCI est capable, même en cas de mouvement brusque, il est capable de vous donner une divergence utilisable, ce qui n'est pas donné à tous les indicateurs. L'usage habituel du CCI, c'est qu'on considère quand il est en surachat, c'est-à-dire dans cette zone, il est supérieur à 100, si vous voulez. Donc, quand il est en surachat, on va chercher des signaux vendeurs, et quand il est en survente, on va chercher des signaux acheteurs. Alors ici, effectivement, ça marche relativement bien, parce que c'est un exemple qui est fait pour bien marcher, comme beaucoup de ce qu'on vous présente d'habitude, hein, ne l'oubliez pas. Donc ici, effectivement, nous avons une divergence entre ce bas et celui-ci, qui se traduit par une divergence haussière très bien placée, et nous avons dans le sens inverse une divergence baissière très bien placée. Ça, ce n'est bien entendu pas toujours comme ça. Les paramètres, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est toujours exactement les mêmes paramètres, sauf que là, c'est le CCI avec une période de 20, qui est le CCI par défaut standard sur les plateformes, sur toutes les bonnes plateformes. Donc, voilà ce que donne sur la période actuelle, enfin les 8 dernières années ou 9 dernières années, la courbe de gain en utilisant les divergences de CCI. En fait, cette courbe de gain est relativement bonne, hein, mais elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, dans la mesure où les réglages ne sont pas forcément faciles à trouver. On arrive quand même à des performances relativement bonnes en utilisant les divergences de CCI, divergences normales. Je vous laisserai faire pour les divergences inverses, avec un trade moyen ici de 92 sur le FDAX. Alors c'est un peu moins de 4 points, donc c'est pas si bon que ça quand même. Trade moyen 92, les commissions ne sont pas données. Donc c'est quelque chose de relativement régulier, le gain, mais les gains moyens sont relativement petits, c'est-à-dire que les divergences donnent en moyenne quelque chose de positif, mais très peu positif. Donc là encore, ça nécessite donc de trouver un bon réglage, de trouver pourquoi, dans quel cas, dans quelles circonstances le CCI, les divergences de CCI sont utiles. Et là, en cherchant un petit peu, je me suis aperçu que si on bloque la période 8h, 12h59, alors on a quelque chose de beaucoup plus régulier et surtout avec un trade moyen beaucoup plus important, parce que là, on a un trade moyen proche de 140 € pour le futur DAX. Donc 140 €, on est pratiquement à 6 points. On est passé de 3 points à 6 points. Donc, vous voyez, la période, en fait, la période de temps, c'est-à-dire début de journée, fin de journée, avec le marché US ou sans le marché US,
ça vous donne souvent des différences dans l'efficacité de vos systèmes de trading, alors que ce soit dans l'utilisation des divergences ou autres. Donc, il est toujours intéressant de séparer en fait le matin et l'après-midi et de voir ce que donne une stratégie si on l'utilise uniquement le matin ou si on l'utilise uniquement l'après-midi. Et là, vous voyez, là, je vais utiliser pour avoir un petit peu plus comment dire, un petit peu plus de trades que précédemment. J'ai bloqué les trades dont les divergences se présentent entre 8h et 10h, tout simplement. Et on s'aperçoit que finalement, c'est pas tout le matin qu'il faut éliminer, mais c'est surtout cette période, en fait, de 8h jusqu'à 10h, qui est une période qui donne des mauvais signaux sur les divergences de RSI. Et on le voit ici avec la courbe de gain qui est toujours relativement régulière. Donc, nos gains s'enchaînent et font globalement monter notre portefeuille. Et cette fois, avec un trade moyen encore légèrement supérieur, mais surtout plus de trades. Plus de trades avec un trade moyen supérieur, ça nous donne bien entendu un profit beaucoup plus intéressant. Donc, on voit que utiliser le CCI sur les indices européens, parce que sur le CAC, ça va être à peu près pareil, ou sur l'Eurostoxx. Donc, sur le DAX, en tout cas, utiliser les divergences de CCI, c'est quelque chose de relativement rentable, régulièrement rentable, en fait, à condition de filtrer un petit peu, et régulièrement rentable, surtout si on élimine la période 8h-10h. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte des divergences entre 8h et 10h. Si on utilise un filtre sévère ici sur le DAX 15, alors le filtre sévère en question, c'est le Moguel Trend Filter qui est utilisé ici. Alors voilà la courbe de gain. Alors, on voit que le trade moyen là, a franchement augmenté, puisqu'il est maintenant de 167 €, c'est-à-dire 6-7 points à peu près. Donc 7 points, ça commence à être relativement utilisable et quelque chose de valable, même en période baissière, vous voyez, entre cette période et celle et là, c'est-à-dire qu'entre ici et là, même en utilisant donc les divergences normales qui sont des divergences d'inversion de tendance, hein, je vous le rappelle, on arrive à avoir des gains très importants en un minimum de temps, puisqu'ici j'ai mis un time stop à 4 périodes seulement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la divergence, on rentre et on attend 4 fois 15 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et au bout d'1 heure, on sort. Donc on reste ici très peu de temps sur cette méthode que j'ai testée. Si je l'ai mis, c'est sans doute qu'il y a une raison, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de garder le trade plus longtemps sur les divergences, en 15 minutes en tout cas, en moyenne. Donc en utilisant ça, plus le Moguel Trend Filter qui vous filtre ici tout ce qui n'est, c'est-à-dire qu'on utilise pratiquement que ce qui est haussier ici, que les parties haussières du graphe, hein, essentiellement les parties haussières. Alors, les parties haussières en détail, hein, parce que là, vous avez un graphe très très ramassé, il y a quand même plusieurs années. Pardon. Je regarde s'il y a des questions à chaque fois. N'hésitez pas à vous poser vos questions et je regarde au fur et à mesure. Normalement, j'y ai accès. On pourra peut-être refaire des questions sur la fin de webinaire. Alors là, je vous présente un indicateur qui est en standard sur vos plateformes, qui s'appelle le Repulse. Alors le Repulse qui consiste en fait à mesurer pour chaque bougie la force haussière et la force baissière et voir laquelle l'emporte. Là, vous avez le détail du calcul du Repulse. Donc, le Repulse est calculé avec le mouvement interne, la force depuis le plus bas multipliée par 2, la force depuis le plus haut multipliée par 2. On fait la moyenne, on a la force de la bougie. L'avantage, c'est que cet indicateur se fiche de la tendance, c'est-à-dire qu'il ne considère que la force de bougie, la force de répulsion, et donc un indicateur complémentaire aux indicateurs de type tendance, genre MACD. Alors, dans l'indicateur qui est en standard, donc,
vous avez 3 répulses en fait, ce qui rend la lecture un petit peu plus complexe. Un répulse court qui est en rouge, un répulse un peu plus long qui est en bleu, et un répulse très long, entre guillemets très, qui est en jaune. Donc 3 longueurs de répulse, 3 périodes sur lesquelles sont examinées les divergences. Donc vous voyez ici les divergences en fait courtes de répulse vont être très utiles pour déterminer éventuellement les fins de petites impulsions comme ça. Et là, on aura une petite divergence qui nous donnera la fin de l'impulsion, ce qui est très utile quand on travaille les impulsions, par exemple. On retrouve également cette petite divergence ici, vous voyez, sur la fin, sur le rouge. Donc ça signifie juste la fin de l'impulsion. Par contre, le bleu, lui, va utiliser des mesures sur des bas, en fait, successifs, ici, avec le bas qui est là, ici, avec le bas qui est là, ici, avec le bas qui est ici. Et là, va vous donner donc des divergences qui sont plus des divergences de mouvement, de mouvements de plus grande ampleur. Donc, effectivement, si vous aviez pris position dans cette partie du graphe, là, il n'y avait pas de divergence. Et là, à ce niveau-là, apparaissait une divergence de répulse. Alors, pour plus de commodité, le répulse court terme, on l'appelle le répulse 1. Le répulse moyen terme, le répulse 5, et le répulse long terme, le répulse 15, ce qui correspond en fait au nombre de périodes, au nombre de bougies qu'il examine dans le passé. Ce qui explique que le 15 qui examine 15 bougies soit beaucoup moins réactif, beaucoup plus lisse que le 1, par exemple. Et là, vous voyez, le répulse 15, donc le plus long, va examiner, lui, les différences de valeur, de répulsion entre, ici, les bas successifs, pardon. Là et là. Je suis désolé. Et là, vous voyez, sur une fin de mouvement, par contre, là, c'est le répulse 15 qu'il faut plutôt regarder, le répulse 15 donnant des indications haussières sur les fins de mouvement. C'est-à-dire que là, vous avez 3 indications successives, une indication sur impulsion, une indication sur oscillation et une indication sur mouvement, avec le répulse 1, le répulse 5 et le répulse 15. Alors, les répulses sont en standard. Vous les retrouvez dans les indicateurs, ils sont nommés WHS Répulse, WHS STPMT pour celui qui va suivre. Voilà, donc là, je vous résume sur quelle partie est intéressante le répulse 5. On a vu le répulse 1 la dia précédente. Et sur quelle partie est intéressante le répulse 15, sur le mouvement quasiment entier, quoi. Les paramètres sont les mêmes toujours, avec une possibilité de faire durer le signal de divergence. Alors ça, c'est pour les gens qui font de l'automatique spécifiquement. Je crois que j'en parle un petit peu plus tard. Et donc, vous avez le répulse 1 qui examine sur une bougie, le répulse 2, le deuxième répulse qui examine sur 5 bougies, et le troisième sur 15 bougies. Donc voilà un exemple de trade éventuel. Vous voyez, c'est pareil. Là, j'ai pris un time stop relativement court, c'est-à-dire qu'on ne reste en pratique que 6 bougies. Enfin, 6 bougies, ça fait quand même 6 heures, puisque là, c'est un graphique horaire. Donc, on voit qu'ici, sur cette partie-là, vous avez une divergence sur répulse 1 qui indique la fin de la pulsion. Par contre, vous n'avez pas de divergence visible sur les grands répulses. Donc, ça vous donne une petite impulsion baissière ici. Ici, vous avez une divergence sur les pulses 1 également, avec donc une petite impulsion haussière. Là, ça va continuer, donc vous ne pouvez pas prévoir sur la première. Là, on voit qu'on a raison finalement de sortir au bout d'un laps de temps relativement court. Ici aussi, une petite divergence. Et là, vous avez une double divergence à ce niveau-là, c'est-à-dire une divergence de répulse bleu et une divergence de répulse jaune long terme. À la fois moyen terme et long terme, donc double divergence, ce qui vous indique que vous pouvez sortir en fait que vous sortez relativement rapidement de cette tendance et que là, il y a vraiment un gros obstacle, un gros support qui repousse les cours vers le haut.
là une petite divergence de répulse 1 également, qui est valable juste sur une petite impulsion, quelques bougies. Alors, quelle est l'efficacité globale quand on regarde ce que donne en termes de gains l'utilisation des répulses? On voit qu'on arrive à avoir, ici nous sommes sur l'euro USD, ici un trade moyen de 45 €, une courbe de gain relativement régulière, sauf dans les baisses molles, je dirais. Vous voyez, un marché relativement baissier, mou, où là, on est relativement plat, c'est-à-dire qu'on ne donne ni gain ni perte. Dans les marchés mous, c'est relativement logique en fait, mais dès que le marché commence à avoir des oscillations quand même relativement marquées, et non pas des mini-oscillations comme il y a ici, eh bien là, on a une efficacité des divergences répulses qui est assez remarquable en fait. Alors oui, je ne vous ai pas parlé du paramètre, le nouveau paramètre, parce que je savais qu'on en parlera plus tard. Donc vous avez un paramètre ici qui s'appelle durée signal, qui est assez intéressant parce que vous pouvez faire durer le signal. Ici, par exemple, là, vous avez l'indicateur de signaux, en fait, hein, qui est le cerveau de la nano, qui vous donne qui interprète les indicateurs. Donc, le cerveau de la nano, quand il est à 50, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Et tout d'un coup, paf, ici, il passe à 75 parce qu'il y a une divergence de répulse. Mais cette divergence de répulse donne théoriquement un signal d'achat immédiatement. Mais avec durée signal, on peut faire durer ce signal, vous voyez, et pour attendre qu'un autre signal se déclenche en simultané. C'est-à-dire en simultané, pas en simultané, justement, juste quelques temps plus tard. Donc vous voyez, vous avez le signal de divergence ici haussière, donc il nous amène à ce niveau, et on attend simplement la cassure ici haussière de cette ligne, qui va nous donner un autre signal et qui là déclenche l'achat. Donc ça, c'est très intéressant pour utiliser le répulse en conjonction avec d'autres indicateurs, parce que les répulses sont des indicateurs qui donnent les indications très vite. C'est-à-dire que vous avez les indications de divergence pratiquement sur les bas de marché, hein, une bougie après le bas de marché en général, et ce, quelle que soit la longueur des répulses presque. Donc, il est très intéressant de faire durer en fait ce signal de manière à attendre un signal supplémentaire. Et si on ne fait pas durer ce signal, on aurait eu un signal là, un signal donc haussier, mais pas suffisant, et là un signal haussier pas suffisant. Là, c'est la conjonction des deux qui fait qu'on arrive à monter. Question sur le répulse. Attends, ah ben, je n'avais pas vu les questions, pardon. Comment peux-tu avoir des trades dans la phase descendante avec MTF super? Parce que, pour Eric, hein, comment tu peux avoir des trades dans la phase descendante avec le Mogalef Trend Filter supérieur à 0? On peut en avoir parce qu'il y a des corrections. Il y a des corrections et c'est à l'occasion des corrections qu'on a ces signaux. Sauf si MTF sur une période plus longue ou plus courte. Oui. Donc, les indications peuvent être contradictoires. Là, je ne vois pas trop la question. Est-ce qu'en aucun cas, les indications ne sont contradictoires? Point d'interrogation. Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était quoi, à l'occasion de quoi? C'était sur le répulse. Alors, les indications, d'une manière générale, les indications de divergence ne peuvent pas, enfin, sauf lors des inversions de tendance, bien sûr, mais ne peuvent pas être contradictoires. Les divergences d'une manière générale sont des signaux à contre-tendance, donc qui vont chercher à examiner et à prendre une fin de tendance ou une fin d'impulsion. Donc, quand une tendance monte, vous ne pouvez avoir que des divergences baissières et non pas une succession baissière-haussière. Si vous avez une succession baissière-haussière,
régulière, ça veut dire que vous êtes en range avec des oscillations quand même assez conséquentes, mais on le voit quand on est en range. Quand la tendance est déterminée, alors on ne peut pas avoir plusieurs sortes de divergences classiques. Par contre, vous pouvez avoir, si la tendance est en baisse, par exemple, vous pouvez avoir des divergences baissières classiques et des divergences haussières inverses. Non, non, je dis bêtise. En fait, elles sont dans les deux sens. Non, non, c'est bien ça. C'est bien ce que je disais au départ. Elles ne peuvent être que dans un seul sens. Ok. Je ne sais pas si j'ai pas fait le truc à l'envers. Alors maintenant, on va vous parler d'un indicateur qui était un peu mon indicateur fétiche, hein, qui est disponible aussi sur la NanoTrader, qui est la stochastique pondérée moyen terme. La stochastique pondérée moyen terme, c'est l'utilisation en fait de 4 stochastiques de différentes longueurs qui vont permettre d'exprimer c'est pas une moyenne, mais à la fois les oscillations de marché, la situation du marché et les divergences que l'on voit apparaître éventuellement. Alors, ici, simplement pour vous montrer l'indicateur de divergence, hein, avec les divergences, donc là, vous avez une divergence baissière classique. On est dans un phénomène qui est aussi très significatif au niveau de la STPMT, où vous voyez toutes les composantes. La STPMT, c'est le trait gras. Hein. Les autres, ce sont les stochastiques employés. De la plus rapide, qui est en vert, ensuite la rouge, ensuite la bleue, ensuite la jaune. C'est un code couleur que j'ai adopté au départ et que j'ai gardé. Maintenant, vous pouvez changer les couleurs si ça vous amuse. Donc ici, une divergence notée de MACD, divergence baissière suite à cette petite montée. Voilà. Et vous voyez donc le fait que les stos soient groupés, ici, toutes groupées, STPMT et pratiquement toutes les stochastiques au niveau proche de la saturation, en fait, ça c'est très souvent un signal de fin de tendance efficace. Évidemment, toutes les fins de tendance ne se présentent pas de cette façon, hein, bien sûr. Donc là, vous avez donc une divergence baissière. Là, vous avez une divergence haussière qui intervient ici. Donc, elle n'est pas vraiment sur la fin de mouvement. La fin de mouvement intervient un petit peu après. Enfin, c'est pas vraiment une inversion, donc à ce niveau-là. Par contre, ici, c'est une inversion effectivement de trend et qui nous amène, avec cette divergence haussière, à anticiper une possible impulsion baissière, au moins impulsion baissière derrière. Alors, l'utilisation de la STPMT est assez intéressante parce qu'en parallèle, elle vous donne une vision de ce qu'est le marché, du sens du marché. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà l'indicateur STPMT. Il faut toujours essayer de regarder en ne zoomant pas trop et même en dézoomant de manière à avoir une idée globale de ce qui se passe. Vous voyez que le STPMT fait des oscillations à différents niveaux, ou bien autour du niveau moyen, ou bien sur un niveau supérieur, hein, ou bien sur un niveau inférieur, ou bien un niveau haussier, ou bien un niveau baissier. Donc ça vous traduit l'état du marché. Quand il fait des oscillations pratiquement strictement autour de la valeur médiane, moyenne, alors c'est que nous sommes, d'après la STPMT, en range. Quand il commence à faire des oscillations donc sur le haut du range, hein, c'est-à-dire en gros entre 40 et 100, alors nous sommes dans une tendance haussière. Donc vous pouvez voir le type de tendance détectée par la STPMT en visualisant très bien les niveaux comme ça. Donc on voit que le niveau baissier est ici, là il considère qu'on est en baisse, là il change d'avis, considère qu'on est en hausse, là il change d'avis, ici, hein, là où est ma souris. Il change d'avis et il considère qu'on est en baisse. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne une vision de la direction du marché. Puis, ensuite, une fois que vous avez en gros la direction du marché, remarquez bien que la STPMT vous donne des différences haut-bas
qui ne sont pas archi régulières, hein, bien sûr, mais qui, quand même, au niveau de taille, sont proches les unes des autres. Quel que soit le type de marché, pratiquement, vous avez à peu près la même différence entre la moyenne des hauts et la moyenne des bas, ce qui vous permet de déterminer un timing intéressant au niveau des entrées et au niveau éventuellement des sorties si vous ne travaillez que les impulsions. C'est-à-dire que sur un trend haussier ici, par exemple, on va tâcher de prendre les retournements de STPMT qui se situent vers le bas ici, et on sort sur l'atteinte d'un niveau de STPMT qui se situe vers le haut. Donc vous avez à la fois la direction du marché et l'amplitude des oscillations de marché, ce qui vous permet d'arriver à prendre des décisions de trading qui sont très intéressantes, indépendamment bien sûr des divergences qui donnent une autre indication assez intéressante également. Les paramètres, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu que précédemment, en fait. Tout ça ne change pas. La différence, il n'y a pas de différence. Alors voilà ce que donnent les divergences de STPMT, donc ici sur le futur DAX. Donc on voit que c'est globalement, c'est une stratégie payante que de travailler les divergences sur les STPMT, mais qu'il y a des périodes pendant lesquelles on ne gagne rien, puis une période pendant laquelle ça marche bien, puis une période pendant laquelle ça marche relativement, enfin pas bien, quoi. Une période pendant laquelle ça marche bien, une période pendant laquelle ça marche pas bien. Donc quand on a un réglage standard en fait, hein. Donc au niveau des résultats, ça donne quand même en gros 50% de trades gagnants. Et les gains moyens sont supérieurs aux pertes moyennes, ce qui nous permet d'avoir un trade moyen quand on est sur le futur DAX, donc de 280 € par trade. En moyenne, à chaque fois qu'on rentre, on gagne 280 €, ce qui n'est pas négligeable, mais attention, il y a des périodes pendant lesquelles on ne gagne rien, voire on perd un petit peu avec les commissions. Il ne faut pas l'oublier, ça. 283 €, ça nous fait donc 11 points à peu près. Ça commence à être tout à fait tradable, hein, je veux dire. 11 points, bon, même si vous avez un point de spread, un point de commission et 3 € de commission, pardon, ça n'ampute que relativement peu vos gains. Maintenant, il y a sans doute moyen d'améliorer ce genre de choses. Ici, l'amélioration se fait avec le Mogalef Trend Filter, que vous pouvez avoir hein, sur la NanoTrader, et puis il est expliqué sur le site Mogalef Trading aussi, et sur le site WHS. Donc vous pouvez l'avoir via le site Mogalef Trading ou via la NanoTrader directement. Donc ici, on emploie le filtre Mogalef Trend Filter, qui est un filtre de tendance, hein, qui détermine 8 positions de tendance, on va dire, différentes. Donc, en filtrant avec le Mogalef Trend Filter, on obtient cette fois une courbe, vous voyez, sur la même période de temps qui est beaucoup plus régulière, avec quand même des périodes ici, par exemple, de baisse, ici aussi, vous voyez, mais qui durent relativement peu longtemps, ici aussi, on est en période de baisse, on était en période de baisse tout au moins à ce niveau-là. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est notre trend moyen, c'est-à-dire qu'on est passé là à un trend moyen qui est nettement supérieur à ce qu'on avait précédemment, qui était de 283 € par trade. Là, on est passé à presque 400 € par trade. Donc, en filtrant, en trouvant un filtre, ça peut être des filtres sur moyenne mobile, ça peut être des filtres sur un autre indicateur, hein, un filtre de type Prépulse, donc un filtre de type Mogalef Trend Filter. Là, vous pouvez arriver à avoir une belle régularité de gain avec cet indicateur, avec les divergences sur cet indicateur. Ici, on regarde sur le CAC 40 cette fois, que je vous ai mis en 60 minutes. Donc voilà en 60 minutes ce que ça donne sur le CAC 40. Donc un trade moyen de 56, donc ça fait 5,6 points, 56 €. Bon, ce qu'il faut voir, c'est l'aspect relativement propre de la montée. Attention, sur cette période-là en particulier, hein, juste cette petite période ici, l'utilisation des divergences de STPMT a été mauvaise.
Donc, ça arrive toujours qu'il y ait des périodes où ça ne fonctionne pas. Et c'est pas pour ça qu'il faut se braquer complètement dessus et passer à autre chose. C'est pour ça que je vous fais ce webinaire, pour vous montrer qu'on peut lisser au maximum ses performances, mais que même si on les lisse au maximum avec un très bon filtrage, il y aura des périodes où vous perdrez quand même en utilisant simplement les divergences. Et vous voyez, même sur un marché, là par contre, sur le marché baissier, le petit crack de 19, le Covid, là, vous avez au contraire, bon, il y a eu beaucoup de volatilité, mais quelque chose de relativement gagnant, finalement, en moyenne gagnant, plus exactement. Alors, ce qui serait intéressant, évidemment, ce serait de filtrer ceci. Donc, voilà donc l'image du 60 minutes ici sur le CAC sans filtre, avec le pourcentage profitable. Est-ce que c'est le même? Oui. Bien moyen, trade moyen, 65, ici sur le 60 minutes. Donc on voit par contre, vous voyez que la courbe de gain a des hauts et des bas quand même relativement importants, mais une hausse assez régulière, je dirais. Et plus vous allez vers les unités de temps importantes, plus vous aurez des gains relativement stables. Je reprends un instant la question de Daniel Gilles. Peut-on avoir une divergence haussière sur le rouge et une divergence baissière sur un autre répulse en ce qui concernait donc le répulse? Non, non, je ne crois pas. Non, je ne vois pas dans quelles circonstances on pourrait avoir ça. Non, parce qu'ils sont en principe toujours orientés tous les trois à peu près de la même manière, sauf le 1. Donc effectivement, vous pouvez avoir une divergence baissière, par exemple, sur le répulse 1 en très court terme, sur une correction. En fait, imaginons une tendance baissière. Si vous avez sur une tendance baissière une correction haussière, vous pouvez avoir une divergence baissière sur le répulse 1 alors qu'on est en baisse, et donc une divergence haussière sur le répulse 5, fin de mouvement, alors qu'on est toujours en baisse. Maintenant, on ne peut pas avoir en simultané divergence haussière et divergence baissière, ou même très proches l'une de l'autre. Ça, c'est pas possible. Alors, les zones de STPMT, comment elles sont construites? Je reviens sur les zones. Voilà, les zones de STPMT. Tout simplement, quand on est autour de 50, alors ça dépend du sous-jacent bien sûr et de l'unité de temps, mais en général, ça a cette tête, il n'y a pas de mystère. Donc quand on tourne, je vous ai dit entre 40 et 100, 40 à 100, c'est plutôt une zone donc haussière. Quand on tourne entre c'est quoi ça? C'est 20, c'est 30, autour des 50 en tout cas, avec 30, donc 30, 60 grossièrement. Alors, c'est plutôt le range. Et quand on est entre 60 en hauteur et 0, là, c'est plutôt une tendance baissière. Et la taille, en fait, des petits carrés que j'ai dessinés ici, dépend de la taille des oscillations, tout simplement. OK. Donc, je reviens où on en était. On était là. Ça, c'est 100. Voilà, ça, c'est... On l'a vu, ça, c'était un filtrage. Là, on a vu donc le filtrage avec le Mogalef Trend Filter, qui nous dit qu'il est intéressant de travailler, en fait, de ne pas travailler sur les extrêmes, de travailler au moment où le marché n'est pas trop en tendance, ni haussière ni baissière, où les tendances sont relativement correctes, mais sans exagération de tendance, en fait. Voilà ce que disent les paramètres ici du Mogalef Trend Filter. Donc, on était sur le CAC 40, voilà. CAC 40 en 60 minutes sans filtre, et CAC 40 en 60 minutes ici sur mars 15.
Vous voyez, donc une période très ancienne, elle, par rapport à celle-ci qui est la période récente. Sur la période ancienne, on avait exactement les mêmes choses sur la période 2004-2015 lors de la précédente conférence. Enfin, pas exactement la même chose, mais la tendance était exactement la même. Donc, moi, ce que je vous conseillerais sur les divergences de STPMT, c'est éventuellement les afficher et de les surveiller fortement. Ça permet, la STPMT est vraiment un indicateur sympa parce qu'il permet de déterminer bien sûr la tendance, d'avoir des points d'entrée qui sont assez bien définis, qui correspondent à un niveau graphique la plupart du temps. C'est-à-dire que si vous avez un canal haussier, vous aurez on le voit un petit peu ici, là. Vous voyez, les bas correspondent vraiment au bas de marché, les positions hautes au haut de marché. Là, on repart en bas, ici. Là, on repart plutôt vers le haut, on ne revient pas sur le bas. On reste vraiment en tendance haussière ici, même fortement haussière, une tendance qui a tendance à faiblir. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Elle est en train de faiblir au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et vous avez toujours des possibilités assez intéressantes de prendre ici, par exemple, position sur les bas de marché, sur les bas d'oscillation, de manière à avoir des positions beaucoup plus sécurisées. Même, vous avez des positions de sortie sur des, entre guillemets, hauts, sur des hauts d'impulsion. Et ça, on le verra probablement en conférence, puis en webinaire, que je donnerai sur le travail des impulsions. Et où la STPMT est extrêmement utile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je suis sur 1 heure, on avait dit 1 heure. Je vais peut-être été un peu vite sur certaines parties, mais c'est assez nécessaire pour que ça dure pas trop longtemps. Et de plus, comme le webinaire est enregistré, vous avez moyen de réécouter certaines parties si certaines parties vous semblent relativement obscures, et éventuellement m'envoyer des questions sur lefort@mogalef.com. Alors oui, vas-y. Oui, peut-être rappeler donc où trouver, ben c'est ce que je pense que tu faisais presque là, rappeler où trouver donc le PowerPoint de la conférence, en sachant qu'on a eu beaucoup de monde qui est arrivé en cours de webinaire, donc ça peut être utile même dès à présent de rappeler où trouver le PowerPoint, qui ne sera pas envoyé dans le mail de retour. Par contre, on vous enverra un email dès que le webinaire sera converti en vidéo et mis sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, pour trouver le PowerPoint donc, du webinaire, vous allez sur Mogalef Trading dans le menu Home, et ce webinaire correspond à une conférence donnée en 2021. Donc ce sera la dernière conférence et vous avez là le PDF qui sera téléchargeable directement. Donc Mogalef Trading, menu Home, conférence WHS 2021. Si vous avez un peu de temps, vous jetez un coup d'œil à ce qui a été fait les années précédentes. Ça peut éventuellement vous intéresser, ou même dans le menu System News qui vous donne différents systèmes qui ont été étudiés ou bien par moi ou bien par le groupe Mogalef, que vous pouvez facilement rejoindre en vous inscrivant au forum. Voilà. Bien, merci Eric pour ce webinaire. Donc, aucun problème technique, soulignons-le. Donc, c'est très, très bien. Alors, tu ne changes pas de PC, tu ne changes pas de réglage pour la prochaine fois. C'était le même que la dernière fois. Tu n'arrêtes pas le PC pour la prochaine fois. Non, je plaisante. Voilà. Donc, je vais couper l'enregistrement pour ma part. Voilà.